Un enfant qui n'a pas de problème d'obésité, qui n'a pas de problème génétique, c'est une chaudière. Tout ce qu'il avale, il le brûle. S'il est actif, je me bats beaucoup pour ne pas interdire aux enfants les boissons, les machins. Ce qu'il faut juste, c'est les réguler et enseigner à nos enfants 2 choses. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, ravi de vous retrouver pour une nouvelle matinée santé jusqu'à 10h sur Beurre FM. Et c'est la rentrée du docteur Régina Lalouche. Bonjour doc, comment ça va ? Bonjour Philippe, ça va très bien quand je vous vois. Moi aussi, ça fait plaisir de vous voir. Vous revenez de vacances. Oui. Ouais, vous avez l'air d'un Corse. La Corse, parce que j'étais Corse. C'était bien, les vacances en Corse. La Corse, c'est juste extraordinaire. Voilà. On pourrait passer 1 heure d'émission sur la Corse, mais nous n'en parlerons pas ce matin. Je rappelle Exactement. que vous êtes ingénieur biomédical. La Corse et les Corses. Hein. Ouais. Contrairement à ce qu'on dit. Ah oui, mais ça c'est les vieilles... Il y a beaucoup de clichés. Les histoires. Ouais. Toujours pareil. Pas accueillant, pas sympa. Mais le Corse, c'est un insulaire. Quand on est un insulaire, il faut avoir le code de l'insulaire. Hein, vous êtes chez lui. Hein, oui. C'est comme un Anglais. C'est comme partout. En fait. C'est comme un Américain. Ouais. Les États-Unis, c'est comme une île, si vous la regardez sur une carte. Donc vous avez des attitudes d'insulaire. Si on ne comprend pas ça, on comprend peu de choses. Bon, alors, vous êtes ingénieur biomédical, spécialiste de la Corse et des États-Unis, chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et je rappelle que vous avez écrit un livre qui fait référence, qui s'appelle La méthode d'hépato-détox ou mincir durablement et sans danger grâce au foie. Votre éditeur, c'est Albin Michel. Mais on en parle souvent avec votre désormais célèbre anecdote du croissant. Et oui, comme papa Alouche allait chercher, votre père, allait chercher le croissant le dimanche. Voilà. On va parler du petit déjeuner et nos habitudes alimentaires ont été chamboulées. C'est vrai, moi j'ai pas connu les petits déjeuners qu'on connaît aujourd'hui et pourtant voilà, je suis tellement jeune. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui les petits déjeuners sont des bombes sucrées. Alors, quel est le bon petit déjeuner, on va dire quotidiennement idéal pour un enfant qui va partir à l'école, et est-ce qu'en fonction de l'âge de l'enfant, il faut adapter ce petit déjeuner ? Alors, je voudrais d'abord en préambule dire que quand on parle des enfants, on ne parle pas des adultes. La nutrition pédiatrique, la nutrition des enfants, n'est pas la nutrition des adultes. Et un enfant a besoin de manger le matin parce qu'il faut qu'il reconstitue ses stocks. Je rappelle qu'un enfant, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est un être en croissance. Donc il a besoin de nutriments, il a besoin de liquides, il a besoin de minéraux, il a besoin de vitamines. Et quand il part à l'école, s'il part le ventre vide, on sait très bien que ça favorise des comportements parfois difficiles pour lui. Il peut s'endormir, il peut être fatigué. À 11h, il aura un creux. Et comme il a un peu de pouvoir d'achat, il va acheter des produits qui ne sont pas des bons produits pour lui. Donc, le petit déjeuner pour l'enfant, autant on peut le discuter pour les adultes. Parce qu'actuellement, il y a plein de modes. Il y a le jeûne intermittent, on saute le petit déjeuner, mais au fond, les adultes assument leurs responsabilités. Si ça leur va et si ça permet de réguler leur poids et qu'ils se sentent bien, tout va bien. Cela étant dit, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'organisme humain, il est rythmé par le soleil et la nuit, par l'alternance du soleil et la nuit. On en a parlé, je crois, dans une autre émission. Le foie fait des choses très très différentes le jour et la nuit. Vous savez que le foie, aujourd'hui, c'est publié dans Hépatologie, avec un Y à la fin pour ceux que ça intéresse. Ça a été publié, je crois, il y a à peu près 6 mois maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'Hépatologie ? Hépatologie, c'est la revue de référence de la Société européenne d'hépatologie. C'est là où les hépatologues publient. Et ils ont montré qu'il y avait une alternance jour-nuit pour le foie. Et que la nuit, à partir de... Ils ont été très très précis, entre minuit et 1h du matin, le foie change de métabolisme. D'abord, il grossit. Il métabolise les acides gras, il se nettoie, il accroît sa capacité immunitaire, et ça jusqu'à 4h du matin. C'est très très impressionnant de voir comment... Donc, pourquoi je dis ça pour le petit déjeuner ? C'est qu'au fond, il y a des rythmes et des routines. Et que le foie, je l'ai dit ici 10 fois, adore la routine. Donc, pour les enfants, un petit déjeuner est absolument indispensable. Maintenant, il y a un problème. C'est que ce petit déjeuner, il a été... je dirais un peu, il a été modifié, il a été chamboulé, il s'est pas simplifié, il s'est complexifié. C'est-à-dire que l'industrie agroalimentaire s'est dit, au fond, on va mettre des produits. Le premier produit qui est arrivé dans les fin des années 50, c'est le jus d'orange. Je rappelle encore une fois qu'une orange, c'est mieux qu'un jus d'orange. Pourquoi ? Parce qu'une orange que vous la mangez, elle a des fibres, de l'eau, des minéraux, des vitamines, et que vous allez mettre un peu de temps à la manger, et que donc le fructose qui est contenu dans l'orange va arriver
dans le sang et va arriver dans le foie de façon régulière et tranquille. Et le foie, qui doit transformer le fructose pour le transformer en glucose, parce que le fructose n'est pas utilisable par votre organisme. D'accord ? Donc il faut qu'il le transforme, ça lui demande beaucoup de travail. Donc imaginez si, en un shot, vous buvez 3 oranges d'un coup, et bien à ce moment-là, non seulement vous n'aurez pas les fibres, puisque c'est un jus, donc il n'y a pas les fibres, il n'y a pas... Même s'il y a la pulpe dedans, enfin, puisque vous il y a la pulpe, et puis on rajoute de la vitamine. Non, mais c'est pas des fibres. Ça n'a pas l'équivalent. Non, c'est pas l'équivalent des fibres. Et en plus, on ne va pas le mâcher lentement, on va l'avaler. On va faire vite fait, parce que le problème, c'est le temps le matin. On va en parler tout à l'heure. Et donc on a commencé par le jus d'orange, qui, je rappelle, était une façon de compenser et d'utiliser les excédents. En Floride, à une époque, il y a eu des excédents d'orange, et donc les industriels, très intelligemment, ils sont industriels. Les industriels, ils ont une référence, il faut gagner, avoir des bénéfices. Il n'y a pas de bénéfices, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'emploi, et s'il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien du tout. Voilà, donc, la Floride, qui était la capitale de l'orange, d'ailleurs. Exactement. Voilà, bon. Donc, on a fait le jus d'orange, et on a donné, comme l'orange, c'est un très beau fruit, et je rappelle qu'à Noël, au siècle dernier, au 19e siècle, on offrait une orange à Noël. Parce que c'était quelque chose d'extrêmement rare. Oh, même jusqu'au milieu du 20e. Jusqu'au milieu du 20e, une orange, c'était vraiment merveilleux. Bon, mécanisation, utilisation de produits chimiques, et donc les quotas ont explosé, la productivité a explosé. Tout ça pour dire que nos parents ne buvaient pas de jus d'orange tous les matins au petit déjeuner. Non. Ça ne se faisait pas. Quand ils en mangeaient une, c'était exceptionnel. C'était un honneur et c'était un plaisir. Voilà. Ensuite, on a eu les céréales. Là, c'est le grand... franchement, l'intelligence brillante des céréaliers du Minnesota. Minnesota que j'aime beaucoup, mais qui est la patrie des céréaliers et qui ont extrudé, soufflé, cuit le maïs. Il faut expliquer ce que ça veut dire, extruder. Alors, quand vous avez une céréale, vous pouvez les écraser, en faire une pâte, et puis après l'extruder, c'est-à-dire passer dans une filière, on la pousse et elle prend une forme. Voilà. Pour ça, il faut la chauffer, il faut la travailler, après on la sucre, et on dit c'est une céréale, donc c'est bon, puisque à l'époque, c'était les grands concepts de sucre lent. Et donc, la question, docteur Alouche, et je vous interromps, c'est de savoir, c'est une fois qu'elle est extrudée, est-ce que ça reste une céréale ? Alors, en fait, moi, ce qui m'intéresse... Parce que ça casse la fibre, en fait. Exactement, ça casse en fait la molécule, et ça fait que l'index glycémique, c'est-à-dire l'impact qu'aura, plus vous travaillez les amidons, il faut comprendre, je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais au moins, vous me laissez, vous me donnez la chance d'avoir un peu de temps. Un amidon, qu'est-ce que c'est ? Un amidon. Vous savez, l'amidon, c'est la réserve centrale de certains végétaux. Un végétal, c'est planté dans la terre, ne peut pas bouger, s'il n'a pas de réserve, il meurt. Voilà. Donc il fait des réserves et des surréserves. Et il les fait sous la forme d'amidon. Qu'est-ce que c'est l'amidon ? Ce sont des molécules de glucose qui sont liées les unes aux autres par des liaisons chimiques. Voilà. Très bien. Donc ça, vous en avez 200, 300 000, 1 million, d'accord, dans une molécule d'amidon. Qu'est-ce qui se passe quand vous mangez l'amidon ? Eh bien, vous l'avalez, il va falloir qu'il aille dans l'estomac, après ça va être absorbé dans l'intestin, il va y avoir des enzymes qui vont couper les liaisons pour utiliser le glucose. Mais doucement. C'est ce qui correspond à l'index glycémique. Quand vous chauffez l'amidon, eh ben vous commencez à couper les liaisons. C'est comme si vous mangiez du sucre pur. Les nouilles qui ont été cuites le matin et resservies et réchauffées pour des raisons par exemple de cantine ou de cantine, eh bien à ce moment-là, c'est comme si vous mangiez. Et les pâtes doivent être, comme les mangent les Italiens, al dente, c'est-à-dire un peu croquantes. Ça veut dire quoi ? C'est que les liaisons sont faites. Donc pour revenir au petit déjeuner, on a proposé des céréales qu'on a sucrées en plus, et avec surtout le grand génie de l'industrie agroalimentaire sur les packaging. Il faut regarder la fascination qu'ont les enfants pour les paquets, qui sont extrêmement bien faits. Non, c'est un sans faute. Alors, comme on n'arrive plus à se battre avec ça, parce que je sais qu'aujourd'hui le petit déjeuner est battu en brèche, comme on n'arrive pas à se battre et à imposer en fait des règles plus raisonnables de consommation. Je prends juste un exemple. Il m'est arrivé dans ma vie professionnelle d'aller en Thaïlande. Et en Thaïlande, de me lever très très tôt, parce que la Thaïlande c'est un pays fascinant, comme beaucoup de pays d'Asie. Et les gens se lèvent tôt, parce qu'ils se lèvent avec le soleil, ils se couchent avec le soleil, et ainsi de suite. Eh bien, le petit déjeuner thaï, vous savez ce que c'est ? C'est un bol de soupe avec des nouilles thaï, des crevettes, du bœuf et ainsi de suite, et ils mangent ça. Ils mangent salé, les Thaïlandais, le matin. Et ils sauteront pas ce petit déjeuner. Et vous avez des tas d'échoppes où les gens mangent leur petit déjeuner. Donc,
Je ne voudrais pas... Sauf les classes moyennes à qui aujourd'hui on fait manger sucré. Toutes les classes moyennes, pour montrer qu'elles ont de l'argent, vivent à l'occidental. Voilà. Et on leur vend du pain de mie. On leur vend du pain de mie qui est gras et sucré. Voilà. On leur vend des céréales qui sont beaucoup trop sucrées. On leur vend le jus d'orange. On leur vend parce que c'est le American way of life, Occidental way of life. Et c'est comme ça qu'on dit, moi j'ai réussi ma vie. Donc, ce qui veut dire que toutes les céréales, enfin, ce qu'on appelle céréales, tous les paquets que vous avez, enfin, presque tous, le matin, parce qu'aujourd'hui, les paquets de céréales sont devenus au miel. Les enfants les adorent au chocolat. Oui. Bon, donc, effectivement. Oui, mais attendez. On va faire la différence. Et en plus, sur les cornflakes, vous rajoutez du sucre. Entre les enfants et les adultes. Un enfant qui n'a pas de problème d'obésité, qui n'a pas de problème génétique, c'est une chaudière. Tout ce qu'il avale, il le brûle. S'il est actif, c'est-à-dire s'il fait de l'exercice, s'il bouge. Si c'est un gamin qui ne bouge pas et qui est statique, effectivement, tout ce sucre ne sera pas brûlé. Mais normalement, un enfant, et moi je me bats beaucoup pour ne pas interdire aux enfants, vous savez, les boissons, les machins. Ce qu'il faut juste, c'est les réguler et enseigner à nos enfants deux choses. La première, la qualité de ce qu'on mange. Il faut passer des messages, mais pas de façon coercitive. Et deuxièmement, lui montrer l'exemple, soi-même, prendre son sac et aller faire de l'exercice. Parce que si les parents ne font pas d'exercice, l'enfant ne fera pas d'exercice. Bon, donc techniquement, sur la composition d'un petit déjeuner équilibré, vous dites que un enfant le matin peut manger donc moi je dis qu'un enfant des céréales avec matin, du lait. Il doit manger. Alors, est-ce qu'il mange des céréales? Moi, je suis favorable. Vous savez, j'ai un truc avec la baguette tradition. La bonne baguette tradition quand on vit en France. Quand on vit en France, franchement, pas trouver de pain, c'est qu'on ne sait pas le faire. Et on peut même le congeler. Vous savez, il y a maintenant des pochons qui vous permettent d'avoir un truc sous vide. Vous les prédécoupez dans le congélateur. Vous les ouvrez le matin ou la veille. Vous les mettez dans la mets où il y a le pain. Puis le lendemain, il est bon. Donc, moi, je suis favorable au pain, à la baguette tradition parce qu'elle est très bien travaillée et vous savez qu'elle est très riche en fibres. Et puis, vous mettez un peu de beurre dessus ou du fromage, parce que le fromage, c'est pas mal. Mais tout ça, c'est des habitudes alimentaires qu'on a perdues. Le fromage, le matin, très peu de gens mangent du fromage le matin, alors que le fromage le matin ou le beurre le matin, c'est très très bien parce que tout ce qu'on mange le matin est brûlé. Tout ce qu'on mange le soir est stocké. Voilà, c'est très simple. Voilà. Donc ça veut dire que tout ce qu'on mange le matin est brûlé. Oui. Tout. Bah oui, parce que vous allez bouger. Donc ça veut dire qu'on pourrait manger gras, on pourrait manger. Exactement. Donc, par contre, si vous mangez que sucré et pas de protéines, vous avez loupé le truc parce que le sucre va être absorbé et au bout d'1h30, 2 heures, vous crevez de faim. Et d'ailleurs, tous les gens au bureau qui ont mangé sucré le matin, vous savez, il y a les chouquettes du bureau. Il y a toujours quelqu'un qui vous ramène les chouquettes à 11h. Et je vous recommande de ne pas sacrifier à la tradition des chouquettes. Pourquoi? Parce que figurez-vous que vers 11h, 11h15, le foie, qui a une réserve de glycogène pour le cerveau, lorsque vous allez avoir faim, va libérer cette réserve pour le cerveau. Et donc, vous laissez faire son boulot. Si vous ne lui laissez pas faire son boulot, il va oublier de savoir comment manger ce glycogène. Donc, quand vous avez la chouquette, le syndrome de la chouquette, excusez-moi, c'est un peu ridicule ce que je dis, mais quand vous avez à 11h ce trou et cette faim, buvez un verre d'eau, laissez passer 10 minutes et vous verrez, vous n'aurez plus faim au bout de 10 minutes. Ah non, j'ai cru que vous disiez qu'il fallait céder à la chouquette. Ah non, la chouquette. Non, on ne cède pas à la chouquette, on boit un verre d'eau. J'ai peur pour mes auditeurs parce qu'à la chouquette, ils vont se dire mais le docteur Alouche dit qu'à 11h, on pouvait céder au syndrome de la chouquette. Non, il ne faut pas céder au syndrome de la chouquette. Non, c'est ça qu'il faut retenir. Aujourd'hui, les petits déjeuners, alors c'est vrai que l'industrie agroalimentaire, il y a beaucoup de brioches sous vide. Oui. Qui sont prédécoupés. Il y a aussi beaucoup de pain au chocolat, de pain au lait, donc sous vide. C'est pratique le matin. Oui. Bon, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Je sais que la brioche est un des produits les plus vendus dans les hyper. Dans les hypermarchés, parce que d'abord, elle a un bon rapport qualité-prix. D'abord parce que c'est bon. Ouais. Mais je rappelle que la brioche, c'est comme le croissant, c'était que le dimanche. Et que manger de la brioche tous les jours, l'être humain n'est pas fait. Il est fait pour stocker l'être humain, pour survivre depuis des millénaires. Il n'est pas fait pour avaler des brioches tous les jours. Il ne sait pas faire. On sait stocker, mais le déstockage, il est toujours défavorable chez l'être humain. La brioche, qu'est-ce que c'est? C'est du sucre et du gras, en même temps. Donc c'est une petite bombinette. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'on la prenne le dimanche, puis qu'après on aille se balader, qu'on aille dans les bois, qu'on aille courir, faire du vélo, on la verra même pas d'un point de vue métabolique. Mais tous les jours,
là c'est un vrai problème. C'est ça le problème. Donc se dire j'ai pas le temps, donc je prends des produits tout faits, c'est pas la bonne solution. Mais encore une fois, j'insiste, je parle des adultes là. Pour les enfants, c'est un peu différent. N'oubliez pas que les enfants sont en pleine croissance. Et si un enfant n'a pas faim le matin, il y a quand même des enfants qui se lèvent, qui sont ronchons et qui n'ont pas faim, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben écoutez, moi je suis favorable en tout cas à ce qu'il s'hydrate. Donnez-lui à boire quelque chose, parce qu'il faut qu'il boive. D'accord? Et s'il n'a pas faim, à ce moment-là, essayez de lui mettre une petite tartine dans un pare-pied alimentaire avec un peu de beurre dans la poche et il le mangera. Voilà. Un casse-croûte, quoi. Ouais, un En casse-croûte. fait. Mais on ne l'oblige pas à manger. Non, ça sert à rien, ça. Ça fait des scènes, c'est sans fin. Et le jour de la crise d'adolescence, le gamin, il rejette tout en bloc et puis vous contrôlez plus rien. Beaucoup d'enfants sont en surpoids parce qu'ils grignotent, et ils grignotent parce qu'ils ont faim et parce qu'ils mangent du sucre. Et d'ailleurs, les enfants aiment beaucoup les bonbons. Hein. Oui, alors, ça, c'est plus compliqué. Excusez-moi, mais l'enfant, c'est un sujet beaucoup plus complexe. Pourquoi ? Parce que on a un poids qui est codé génétiquement. La génétique est très importante chez les enfants. Et ça, je voudrais passer un message pour les parents, parce que souvent, les parents sont culpabilisés. Les parents sont parfois accusent un peu leurs enfants de faire n'importe quoi et de ne pas écouter. Mais un gamin qui a faim, il est capable de tout. Il finit les plats des autres, il va chercher dans les tiroirs, il va chercher partout dans les armoires. Et c'est très compliqué et ça désespère les parents. Mais il faut savoir qu'on a un poids qui est codé génétiquement au niveau de notre cerveau et que eh bien, la seule façon de faire en sorte que l'enfant prenne moins de poids, eh bien, c'est de le mettre, je le dis comme ça, de le mettre à un régime restrictif, mais régime restrictif expliqué, gai, pas imposé, parce que de toute façon, il échappera. Et surtout à la phase de l'adolescence, où là, il s'autonomise, il veut s'autonomiser en termes de personne par rapport à ses parents. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi agressifs pendant la phase de l'adolescence. Hein. Et à ce moment-là, il sera open bar et il prendra beaucoup de poids. Donc il faut faire très très attention. Et surtout, il ne faut pas trop stigmatiser les enfants sur arrête de manger, t'es gros, t'as vu ton frère et ta sœur, ils sont pas gros, machin. Parce qu'il est codé génétiquement là-dessus. Et ça veut dire quoi, codé génétiquement? Écoutez, je pense... Et pourquoi au sein du même fratrie, finalement, on n'aurait pas le même code? Parce que d'abord, vous avez 25%, vous avez 4 fois 25% de vos grands-parents. Vous pouvez avoir des facteurs génétiques qui sautent une génération. D'accord ? Un enfant, c'est un assemblage de patrimoine génétique qui sont issus de la famille. Alors, il peut y avoir des facteurs de consanguinité, par exemple. Il peut y avoir des facteurs aussi les parents sont obèses ou les grands-parents sont obèses. Et donc, vous pouvez avoir un enfant qui va, dans une fratrie, vous pouvez avoir un mince et puis un qui va avoir tendance à prendre du poids parce que il y a une petite glande qui s'appelle le noyau arqué qui est dans le cerveau. Et cette glande est codée génétiquement pour un certain poids. Et c'est désespérant pour les parents parce que ils sont animés de bons sentiments, ils voient leur gamin ou leur gamine grossir, et donc à ces personnes, à ces familles... Ou pas d'ailleurs, puisque souvent les parents ne sont pas forcément les plus observateurs pour voir leur enfant grossir, puisqu'ils le voient tous les jours. C'est souvent les photos ou les autres qu'ils disent. Écoutez, il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur génétique, il y a aussi un facteur comportemental, et puis il y a la qualité de ce qu'on mange. Il faut... d'abord, c'est pour ça que moi je suis sensible au rythme. Il faut donner des rythmes aux enfants. Les enfants sont très sensibles au rythme. Le petit déjeuner, le repas, le petit goûter, le machin. Et surtout, il faut des plats de routine. Il faut éviter de faire ce qu'on fait parfois, c'est-à-dire pour des raisons de facilité, on va prendre des produits industriels, allez hop, on part avec ça dans le... Il faut essayer de trouver des produits très routiniers et qui ont une densité énergétique pas trop élevée. Donc ça, c'est très important. Le premier, c'est la routine. Deuxième, c'est les pousser à faire un peu d'activité physique. Bien que l'activité physique ne prévient pas. On n'a pas vraiment d'études montrant qu'un gamin qui va faire beaucoup d'activité physique et qui a une propension génétique, c'est-à-dire dans ses gènes à prendre du poids, ne prendra pas de poids. Mais il y a plein de solutions aujourd'hui. Hein. Le temps joue pour eux. Je vais faire un peu d'anatomie avec vous. Vous avez dans le cerveau une glande qui s'appelle le noyau arqué, qui est très archaïque et qui gère le poids et qui est codé génétiquement. C'est pour ça que vous avez des enfants, quoi que vous fassiez, qui vont prendre du poids. Et dans ce noyau arqué, vous avez des neurones qui appuient sur l'accélérateur et des neurones qui appuient sur le frein.
ce qu'on appelle le système leptine-mélanocortine. Excusez-moi, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Leptine-mélanocortine. Et vous avez des enfants qui, à partir d'une mutation génétique familiale, eh bien, vont avoir un système qui va être complètement déformé, alors que le frère ne l'a pas, d'accord, ou la sœur ne l'a pas. Et donc, ces gamins-là, il y a des solutions. Il y a beaucoup de solutions, mais à partir du moment où c'est le cas, il faut, pas les culpabiliser. Je prends un exemple simple. Le gamin a pris du poids et il doit aller à la piscine. Il ne veut pas aller à la piscine. Parce que, et on va dire, non, il faut que tu ailles à la piscine pour faire de l'exercice. Eh bien, il faut lui faire... Moi, il m'arrive de faire des dispenses de piscine. Pourquoi ? Parce que c'est une telle blessure. Parce que le gamin est mal dans son corps ? Mais oui. Mais oui, c'est très bien qu'il est gros. Et puis vous savez que les enfants sont terribles entre eux. Ils sont terribles. Le petit gros, qu'est-ce qu'il prend toute la journée, quoi ? Il en prend un maximum. Et en plus, les adultes le regardent comme un gamin un peu négligé, quoi. Ouais, de toute façon, Bouboule, là, il mange tout le temps. Mais ça, c'est absolument affreux. Il faut absolument éviter ça. Un gamin qui est codé génétiquement pour être obèse, eh bien, il va devenir obèse. Et la seule façon de s'en sortir, eh bien, c'est de mettre en place avec un professionnel, parce qu'il ne faut pas que les parents soient les seuls correspondants, en fait, et parce que pour des parents, c'est une charge émotionnelle très forte et une charge de culpabilisation très forte. Et vous savez très bien que la plus mauvaise conseillère, les deux plus mauvaises conseillères, c'est la peur et la culpabilité. Ces parents-là, il faut les rassurer, il faut leur dire, votre gosse, il est codé génétiquement, mais on a des solutions. Voilà les solutions au jour le jour. Voilà ce qu'on pourra faire à 16 ou 17 ans. Parce qu'à 16 ou 17 ans... Parce qu'il y a beaucoup de parents qui pensent, docteur Alouche, que ça va s'arranger avec l'adolescence et la croissance. On se dit, finalement, il est fort, mais ça va passer. Et ça, c'est une idée qu'on a beaucoup entendue. Alors, il est vrai qu'entre un enfant avant 6 ans, un enfant avant 12 ans et un enfant avant 15 ans, les choses sont un peu différentes. Vous savez, il y a les courbes de croissance. Vous savez, on voit la corpulence et la stature. Effectivement, un enfant qui grossit et qui ne grandit pas, c'est-à-dire qu'il a une déviation, ce qu'on appelle les déviations les standards, et qu'il est en bas, et bien à ce moment-là, il faut se poser des questions. Peut-être qu'il a une maladie endocrinienne, il faut qu'il voit un endocrinologue pédiatrique, et ainsi de suite. Mais si il est obèse, mais qui continue à grandir, à ce moment, il est possible qu'il ait une obésité génétique, et à ce moment-là, il faut aller voir. Vous savez que sur les obésités sévères d'enfants, plus de 12% ont une mutation génétique. D'accord ? C'est pas mal. Et connu. Et celle qu'on ne connaît pas. Donc, ce qui veut dire que dans ce cas, on n'est pas face à des enfants qui mangent beaucoup. Si, c'est des enfants qui sont hyperphages. Ils ont très faim. Ils crèvent de faim. Non, donc, ils mangent beaucoup parce que j'ai envie de dire que finalement, les courses à la maison, c'est les parents qui les font, c'est pas les enfants. Alors ça, Philippe, c'est la clé. Ça me fait toujours rire. Mais d'abord, vous avez fait des courses, donc finalement, dans les placards, il y a ce que vous avez acheté. Oui, mais soyez gentils avec les parents. Les parents, ils ont 3 enfants. Ils vont pas priver les autres enfants des petits gâteaux secs, vous comprenez ? C'est terrible. Ça, le gâteau sec, je veux dire, il y a longtemps qu'ils sont plus secs, hein, docteur Alouche, les gâteaux. Mais ils vont pas fermer, ils vont pas lui faire son placard à lui, ils vont pas le discriminer. Parce que s'il le discrimine, après, il y aura des troubles psychologiques. Après, à l'adolescence, il va commencer à... Vous comprenez ? C'est très, très compliqué. Comme aussi la solution qui consiste à le mettre, vous savez, dans ces centres où on les rééduque, où on leur fait... Mais honnêtement, c'est peut-être une pause pour les parents. Mais on n'a jamais, je suis désolé de le dire, mais on n'a jamais prouvé l'efficacité de ces centres vis-à-vis des enfants. Je n'ai jamais vu des enfants obèses rentrer dans ces centres et sortir minces. Donc, c'est un problème génétique. Donc, pas de culpabilité, c'est un problème. On est face à un problème. Il y a des solutions. La solution, c'est quoi ? C'est un régime un peu restrictif où on n'a pas de calories vides. On ne mange pas des calories vides. Une éducation. Il faut en parler avec l'enfant, il faut avoir une très très belle relation avec lui. Donc au contraire, il faut, plutôt que de le forcer ou de l'embêter ou de machin, il faut au contraire trouver la relation, lui passer des messages, lui dire aussi qu'il y a de l'espoir parce que la science avance, il y a de plus en plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait passer comme message à des enfants, docteur Alouche ? Vous croyez qu'un enfant, ça comprend des messages de prévention ? Je pense qu'à 8 ans, non. Parce que lui, il veut jouer, il en a rien à faire, machin. Et puis après tout, lui, il voit pas. Il part. Au début, il commence à voir le regard des autres, mais il l'appréhende pas. C'est à l'adolescence où ça va se passer. À l'adolescence, il y a tous les critères de séduction, et les critères sexuels qui vont commencer à se développer. Et il va comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Et puis, comme je vous l'ai dit, les ados, ils sont durs entre eux. Hein. La petite grosse ou le petit gros, le malheureux, quoi. Qu'est-ce qu'il prend ? Donc, faut l'aider. Il ne faut pas le mettre dans la situation de la piscine, par exemple. L'obliger à se mettre tout nu, en maillot,
alors que parce que là vous allez construire le complexe, vous comprenez, ça va à l'encontre de ce qu'on dit tous les jours, mais non, il n'est pas comme les autres. Il faut être encore plus attentionné pour lui, il faut passer des messages, il faut un bon lien avec lui, c'est très compliqué, je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais faites-vous aider par des professionnels, il y en a beaucoup en France, hein. Et de plus en plus, moi je regardais sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de questions de parents. Alors, c'est des questions, comment faire perdre du ventre à mon fils de 11 ans, à ma fille de 10 ans, comment lui faire perdre 7-8 kilos. Donc, il y a quand même une demande des parents pour faire perdre du poids à leurs enfants. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces parents qui nous écoutent ? Bien sûr. Mais la première chose que je voudrais vraiment, sur laquelle je voudrais insister, c'est n'utilisez pas l'alimentation comme système de récompense ou de punition. Ça, c'est un vrai problème. Il y a l'obsession des parents qui veulent que leurs enfants mangent jusqu'à 5 ans, 6 ans. Puis après, quand il est un peu bouboule, on dit faut arrêter. Vous vous rendez compte le message ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Finis ça pour faire plaisir à ta maman. Ça veut dire que vous lui dites, n'écoute pas tes signaux de satisfaction, pousse encore plus parce que ça me fait plaisir. Et après, vous voudriez que à 5 ans, 7 ans, 8 ans, vous lui dites, ah non, faut que tu arrêtes pour faire plaisir à maman. Il y a un truc qui ne va pas. Donc il faut avoir une attitude. Alors je donne ce message à tout le monde aujourd'hui. On n'a jamais vu d'enfant se laisser mourir de faim. Ça n'existe pas. Voilà. Donc l'obsession de remplissage des gamins, il faut arrêter avec ça. On est dans un monde où il y a une productivité alimentaire qui est hallucinante. Et cet enfant de 11 ans qui est un peu bouboule, il y a 2 siècles, il n'aurait pas été bouboule. Parce qu'il aurait vécu au niveau agricole, il aurait été chercher de l'eau, il aurait travaillé, il n'aurait pas obligatoirement 4 repas par jour avec la collation, mais il en aurait 2, il crèverait de faim et il serait comme ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est la rencontre. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant obèse ? C'est tout simplement la rencontre d'une génétique, d'une bonne génétique. Parce que qui a survécu aux disettes, aux famines ? C'est ces gamins-là qui étaient capables de garder les calories et de trouver de quoi manger. Et donc, ils ont eu des enfants. Les autres, ils n'ont pas eu d'enfants. Donc, ce sont des gens qui ont une bonne génétique, pour la nature, entre guillemets, et qui, d'un autre côté, ont rencontré une hyper-productivité alimentaire et un foisonnement alimentaire. Et donc, ils ont grossi. C'est leur nature. Voilà. Donc, se battre contre la nature d'un gamin, c'est pas facile. Contre la génétique, c'est pas facile. Il y a des moyens. Pourquoi il y a des moyens ? Mais quels sont les moyens ? Justement, aujourd'hui, d'abord, il y a des théories. D'où vient cette obésité ? Donc, on sait qu'elle est génétique. Pendant longtemps, les gens ont dit mais non, c'est autre chose, c'est les parents qui les gavent, c'est la qualité de ce qu'on mange, c'est machin. Bien sûr que ça joue, mais la génétique, elle est bien plus forte que tout ça. Premier point. Deuxième point, il y a eu des théories sur, particulièrement par une équipe américaine du Wisconsin, qui dit qu'il y aurait peut-être une influence de certains virus. Oui, qui modifierait des processus d'absorption. C'est le fameux adénovirus 36. Donc si les gens veulent aller sur Internet, ça n'a pas été vérifié. Mais il y a quand même une petite théorie. Il y a aussi tous les dysfonctionnements liés à... Parce que c'est très très compliqué. Comme la fonction de manger, c'est la fonction la plus importante avec la boisson pour rester en vie, donc c'est d'une complexité folle. Vous avez des récepteurs qui vont donner des informations au cerveau. C'est très simple. Pour les mécaniciens qui nous écoutent, ils savent très bien que si le capteur en bas, il est cassé, il n'y a plus la pression d'huile, le moteur ne sait pas, il y a le câble qui relie le capteur de pression d'huile au cerveau, et si le câble n'est pas bon, et si à la naissance il y a eu un problème, il n'a pas l'information de frein, il a l'information d'accélération. Voilà. On a découvert récemment, un chercheur de l'INRA a montré qu'il y avait des récepteurs dans la veine porte. Vous savez, cette veine qui amène tout le sang au foie, il y a des récepteurs qui sont capables d'envoyer des informations au cerveau sur la présence de sucre ou pas. Vous voyez, donc il y a tellement de risques de dysfonctionnement, et actuellement, les équipes travaillent, sur la génétique, en compensant le problème justement du système. Je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Leptine, mélanocortine. Donc il y a des médicaments qui sont en cours d'évaluation et qui donnent de grands espoirs pour ces gamins-là, qui ont une obésité liée à la génétique. Il y a aussi le fait on a aussi des méthodes qui sont liées à la stimulation électrique du cerveau,
on commence à avoir aujourd'hui de très très belles pistes parce que tout se passe au niveau du cerveau. Troisièmement, il faut, donc quand on fait les courses, il faut avoir des produits avec une densité énergétique pas trop importante parce que sinon ils vont se remplir, ils vont continuer parce qu'ils ont voilà. Et moi j'ai une technique, c'est que je pense que c'est ma technique, c'est que il y a une chose que veut le cerveau, c'est avoir la quantité. C'est chez les gamins là, ils veulent la quantité. Donc par exemple, il faut qu'il y ait des éléments, par exemple, comme des légumes ou qui peuvent être agrémentés, qui peuvent être épicés, à volonté. Parce que le cerveau, il veut que ce soit à volonté. Si vous lui faites la restriction, il va aller compenser ailleurs. Et deuxièmement, ce que ne contrôle pas cette glande dans le cerveau, elle ne contrôle pas l'activité physique. Donc il faut donner des habitudes d'activité physique. Ça ne permettra pas de maigrir, mais ça permettra d'avoir une masse musculaire qui permettra de brûler des calories. Et les parents sont des modèles. Voilà, et voilà. Quand même, si les parents sont sur le canapé, voilà. Alors maintenant, c'est facile à dire. Ouais. Si vous êtes épuisé le soir, vous avez un boulot qui est épuisant et que vous rentrez, vous vous mettez sur le canapé. Mais faites une chose, 2 fois par semaine, prenez votre sac, même pour faire semblant, et allez dire je vais faire du sport. Vos enfants feront du sport. Et ces petits-enfants feront du sport. Docteur Alouche, alors on parle de la rentrée de la cantine aussi, oui. Sujet de beaucoup d'inquiétudes des parents entre interdits alimentaires. Bon, est-ce qu'on mange mieux dans les cantines qu'à une époque, déjà, d'un point de vue on va dire de qualité et d'équilibre? Je crois qu'il y a eu une grande tendance dans les 30 dernières années à rendre la cantine sûre. Sûre, c'est-à-dire pas d'infection, pas de salmonelle, pas de problèmes intestinaux. Et c'est vrai que de ce côté-là, les choses ont été faites. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les propriétés organoleptiques des aliments, c'est-à-dire est-ce que c'est bon. Et là, il faut dire que comme on a standardisé les filières et qu'on a utilisé ce qu'on appelle la 5e gamme, c'est-à-dire le réchauffage de plats ou des choses comme ça, il est vrai qu'en termes de qualité organoleptique, les choses ont changé et que les choses sont moins goûteuses, moins bonnes qu'avant. Mais quand je dis ça, je mets des guillemets parce que ça dépend des écoles. Les écoles dépendent des maires, les systèmes de cantines. Donc, il y a des cantines où il y a une tradition du terroir. Il y a des choses quand même, faut pas. Mais à partir du moment où certaines cantines ont fermé leur cuisine, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un chef qui fait pour les enfants, pour des raisons d'hygiène et d'organisation, ou de centralisation, ou de sous-traitance, parce que souvent les villes sous-traitent à des opérateurs qui font leur job, mais c'est vrai qu'on a peut-être perdu en goût. Par contre, en équilibre nutritionnel, il y a des diététiciennes. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le problème des cantines, c'est un problème d'appétence. C'est-à-dire que, et ça c'est un vrai débat, est-ce qu'il faut donner le choix ou pas donner le choix aux enfants? Si vous donnez le choix aux enfants, ils mangeront la même chose, des steaks frites. En gros. Tu leur demandes de choisir ce qu'ils voudraient manger. Voilà. Et moi, je milite beaucoup pour le retour. Vous savez, moi, j'étais dans des écoles où il y avait le lundi, il y a ça, le mardi, il y a ça, le mercredi, il y a ça, le vendredi, il y a du poisson. Et franchement, je trouvais ça très, très bien. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, moi, je suis un adepte de la routine alimentaire. La vie, c'est avoir une routine alimentaire saine et bonne, et puis de temps en temps des exceptions où on s'en met plein la lampe pour se faire plaisir. Mais c'est pas tous les jours s'en mettre plein la lampe. Tous les jours. Et aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est ça. Je rappelle l'exemple du saumon fumé. Moi, je suis d'une génération, ça fait un peu... Ça, c'est le deuxième moment où on pleure après celle du croissant. C'est le moment émouvant, il faut le dire. C'est qu'avant, le saumon fumé, c'était le 31 décembre. Aujourd'hui, vous allez dans les supermarchés, c'est près de la caisse. Les gens peuvent tous les jours. Ouais. Voilà. Donc, à un moment, il faut trouver sa juste raison. La routine, je vous assure, la routine alimentaire, c'est pratique. On fait ses courses, on achète ses légumes, on achète quelques plats surgelés, on prépare, on fait des Tupperware, on fait des machins. Et puis, le week-end, on a un super repas, on profite avec les copains, on va manger ou en famille, on se fait un super repas. La grand-mère sort son gâteau parce que si et elle vous demande d'en reprendre, et c'est très bien, et qu'elle soit bénie. Mais la réalité, c'est ça qu'il faut faire. Mais faire des repas de fête tous les soirs, l'apéro. L'apéro, vous savez, la tradition de l'apéro, c'était que avant, je crois que c'est Pompidou qui a fait ça. Avant, les Français étaient payés à la semaine. On touchait son argent le vendredi. Et donc, quand on avait l'argent le vendredi, on allait au bistrot, on se faisait l'apéro, et c'était sympa. Aujourd'hui, l'apéro, c'est tous les soirs. Et les alcooliers l'ont très bien compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait le happy hour. C'est quoi le happy hour ? C'est à 5h de l'après-midi, vous payez la moitié. Et vous voyez ces terrasses qui sont
tous les soirs l'apéro. Mais... Enfin, la légende dit que ce sont les brasseurs qui pourraient couler les excédents de bière ont inventé la. Ouais, mais attendez, c'est des gens brillants, ils ont du marketing, ils ont le marketing dans le sang, faut arrêter. Si aujourd'hui tout le monde sait que l'alcool est mauvais pour la santé quand même, hein, ça va très bien l'alcool. Donc c'est tout, c'est que c'est comme ça, c'est qu'on a c'est des produits qui sont addictifs, on aime ça, le soir on rentre, on est fatigué, on se fait un petit coup de... Voilà, et puis voilà. Enfin, l'apéro pour les enfants, ça veut surtout dire chips, cacahuètes, et beaucoup de petits gâteaux apéritifs que les enfants adorent. Un enfant ne doit pas prendre d'apéro. Voilà. C'est pas fait pour lui. C'est une histoire d'adulte. Tout ce qui l'entoure. D'adulte. Oui. Et les enfants sont des enfants, les adultes sont des adultes. Donc, ce que fait un adulte, un enfant ne le fait pas, et ce que fait un enfant, les adultes ne le font pas. Même si parfois, on peut avoir des... Voilà. Mais mais à un moment, il faut mettre les limites, vous comprenez ? Parce que si on ne met pas les limites, à ce moment-là, c'est très, très difficile de reculer. Et vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui disent « Ah, mais le petit déjeuner, c'est peut-être pas indispensable. » Machin, pourquoi ? Parce il y en a qui disent effectivement qu'aujourd'hui, le petit déjeuner n'est plus le repas le plus important de la journée, comme on l'a longtemps dit. Oui, mais peu importe. Au fond, c'est une bonne routine. Nos parents ont vécu avec ça. Ils ont fait de belles carrières. Ils sont en bonne santé. On s'en fout de savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Parce que pour répondre scientifiquement, c'est bien ou c'est pas bien, il faut faire 30 ans sans petit déjeuner, 30 ans une autre population avec petit déjeuner, et vous comparez ce qui se passera. Mais c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on prend des positions, mais il faut les prendre sur des choses tangibles. En tout cas, moi, je sais une chose, c'est qu'un gamin le matin, il a faim, il faut qu'il mange, il faut qu'il boive et qu'il ne parte pas le ventre vide à l'école. Alors, parce que c'est très très marrant, parce que d'un côté on dit ça, mais de l'autre côté on a des ONG qui s'organisent pour pouvoir donner de l'argent à des parents pour que leurs enfants ne partent pas le ventre vide à l'école. Donc attendez. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi à juguler une influence épouvantable de la publicité sur les petits déjeuners qui conditionne et qui rigidifie notre façon de prendre nos petits déjeuners qu'il faut détruire le petit déjeuner. En tout cas, pour les enfants, c'est niette. La junk food, ça aussi c'est une question. Oui. Les enfants aiment la junk food, en tout cas aiment aller manger dans les fast-food. Souvent ils y traînent leurs parents. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants ? Faut dire oui, alors ça va vous choquer. Mais le gamin, il a envie d'aller prendre un McDo. Alors on va le citer parce que c'est pas la peine. Puis McDo, ils ont fait beaucoup de travail. Hein. Les produits sont pas mauvais, hein. Mais faut pas tous les jours. Alors là, le docteur Alouche qui dit que les produits McDo sont pas mauvais. Alors là, dans ma vie, j'ai déjà entendu beaucoup de choses, mais attendez, parce que je parle des enfants. Je parle pas des adultes. Adultes, mangez tous les jours. Parce que c'est pas cher et que c'est bon, parce que c'est goûteux, mais à un moment, il faut un équilibre alimentaire, c'est tout. Mais dire non, systématiquement, dire non, c'est donner envie. Idéologiquement, dire non à un enfant, dire non, tu n'iras pas manger au McDo parce que... Si, vous pouvez lui dire oui une fois, mais non le lendemain. Le non, c'est une puissance, ça a une force. Et le non aura une force. Mais c'est pas la peine de le frustrer, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'il compensera par autre chose. Aujourd'hui, les enfants, ils ont du pouvoir d'achat. Il veut s'acheter des chips, il aura des chips. Ce qu'il faut, c'est lui expliquer. Voilà, c'est lui expliquer. Lui dire, il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. C'est ça, la règle. C'est au père, à la mère, de dire, écoute, tu veux un McDo ? On va aller au McDo, on va en profiter, on va tous ensemble, c'est super, mais on ne va pas y aller tous les jours. Voilà, c'est tout. Et il faut arrêter d'en faire un drame. C'est comme le verre de coca. Il veut un verre de coca un jour, il prend un verre de coca un jour. Qu'est-ce que ça va dire ? Ah non, jamais le coca. Moi, je vois des parents, jamais. Arrêtez avec ça. Arrêtez, vous allez en faire un addictif. Parce que le jour où il sera plus sous la tutelle, c'est open bar, hein, d'accord ? Donc il faut vraiment, ce qu'il faut, c'est montrer l'exemple. Montrer l'exemple. C'est les parents à montrer l'exemple. Si vous faites de l'exercice, vos enfants et vos petits-enfants feront de l'exercice, même un peu comme ça, dans le salon, à faire des trucs. Au début, il va rigoler, puis il va se dire, mais si mes parents le font, vous savez, les enfants, même en crise d'adolescence, si vous leur dites les choses, même si vous dites, ouais, de toute façon, toi, t'es un ringard, eh ben non. Il sait très bien ce qui est bon pour lui. C'est comme ça, je l'ai bien fait, non ? Il faut être bien l'ado. Voilà, c'est l'ado. C'est parce que les ados, ils sont extraordinaires. Ils sont capables de tout pour s'individualiser. Mais c'est ça qui fait... Vous savez, il y a 2 pédiatres qui ont dit un truc un jour, qui ont écrit, qui sont 2 pédiatres vraiment extrêmement compétents. Ils ont dit, quand votre fils ou votre fille vous dites que vous êtes vraiment un ringard à la crise d'adolescence, c'est que vous avez réussi votre éducation. Parce qu'il a réussi à se positionner dans le temps et dans l'espace par rapport à vous. Si c'est votre pote, et s'il dit ouais c'est un pote, c'est super, c'est machin, c'est pas comme ça que ça marche. Le goûter, beaucoup de questions sur le goûter, docteur Alouche. Déjà, est-ce qu'il y a une bonne heure pour goûter ? Et est-ce que 4h30 ou 5h, c'est tard ?
Écoutez, moi, j'ai encore une fois, vous allez me trouver vraiment ringard, mais moi, j'adore la routine. Vous lui faites le goûter à 5 heures, tous les jours à 5 heures. Voilà. Il y a un petit côté militaire dans ce que je dis, mais ça a du bon. Vous savez, les enfants, ils adorent les règles. Quand vous mettez pas des règles aux enfants, ça les fait flipper, ils deviennent fous. D'accord ? Il faut leur donner des règles. Donc le goûter, est-ce qu'il est aussi indispensable que le petit déjeuner ? Écoutez, quand on a 8 ans, à 4h30 de l'après-midi, on crève de faim. Une faim que vous ne connaissez plus, Philippe. C'est une faim qui vous taraude. Vous voulez manger. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que le goûter soit bon. Vous prenez une baguette tradition, vous mettez du chocolat noir au milieu, il le mange et c'est un régal. C'est vraiment un gars. Hein. Oui, je suis très ringard. Oui. Franchement. Alors là, je veux dire. Et c'est beaucoup moins cher que. Le gamin, alors il va dire. Ouais. Ouais, mais vous pouvez aussi lui dire, ouais, mais t'es différent des autres. T'es mieux que les autres, toi. Toi, t'as compris ce que c'était que les choses saines, les choses naturelles, sans devenir un écolo pleine bourre. C'est de dire, voilà, c'est ça qu'on mange chez nous et c'est super. Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que la baguette tradition, eh bien, la baguette tradition, elle a une farine différente, on l'a écrasée différemment, on l'a machin. Il n'y a pas de gras dedans, il n'y a pas trop de trucs. Les enfants, je veux dire, les enfants, il faut arrêter de les prendre pour des idiots. Ils comprennent parfaitement si vous prenez le temps de leur dire. Parce que, juste une chose, quand vous voyez le temps qu'ils passent devant la télévision, et le temps de pub, regardez la télévision de mercredi après-midi. C'est un supermarché, quoi. Alors là, il y en a partout, des trucs au chocolat, machin. Combien vous prenez de temps pour leur expliquer ? Donc ils vont passer, en gros, dans une après-midi, une demi-heure, si vous cumulez toutes les pubs, entre les dessins animés, une demi-heure de pub. Combien vous passez, vous, par an, à expliquer la nutrition ? 2 minutes ? 3 minutes ? Les enfants, si vous vous retrouvez avec du pain tradition, avec une barre de chocolat dedans, vous inquiétez pas, vos parents sont pas radins, c'est le docteur Alouche qui a sévi. Alors c'est très bon. Ouais. Mais c'est très bon. Avant, ils faisaient les petites barres de chocolat individuelles. Alors, je sais pas s'ils le font toujours, mais c'est vrai qu'il y avait la barre de chocolat individuelle. Barre, mais il faut qu'elle soit bien fabriquée, voilà, faut qu'elle soit pas trop grasse, qu'il n'y ait pas d'huile trop saturée, bien qu'il faut en prendre. 4 heures aujourd'hui, c'est souvent cette compote qu'on aspire. Vous savez, aujourd'hui, dans ces petites gourdes, on appelle ça des gourdes à compote. Donc, hop. Alors, souvenez-vous d'une chose, c'est que quand vous mâchez, vous avez mangé pour votre cerveau. Quand vous avez avalé, vous n'avez pas mâché, vous n'avez pas mangé. Donc une compote, c'est mou, c'est liquide, c'est semi-liquide, donc vous l'avalez. Donc l'effet sur le cerveau n'est pas le même que d'avoir mâché un petit bout de baguette tradition avec un petit bout de chocolat dedans ou un petit peu de fromage. Bon, les enfants n'aiment pas trop le fromage le matin, c'est dommage, parce que c'est pas mal. S'ils sont habitués tôt, voilà, c'est peut-être plus facile, on va dire. Exactement. Et puis il y a un petit truc que vous pouvez faire, parce que c'est très salé le fromage. Le problème du fromage, c'est qu'avec le pain, c'est le plus gros apport de sel que vous ayez dans la journée. Voilà, il faut savoir ça. Pain fromage, il n'y a rien de plus salé. Donc, c'est bien en protéines, c'est bien tout ce que vous voulez, mais vous compensez en ayant avalé une dose de sel importante. C'est qu'il y a des fromages sans sel. Essayez, vous verrez. Ça plaît beaucoup. Ouais. Voilà. Parce que le pain sans sel, c'est pas terrible. Hein. Ah non, le pain sans sel, c'est juste infernal. Non, ça c'est. Mais bon, les boulangers ont fait du travail, ils mettent moins de sel. Ils suivent les recommandations, mais on mange trop de sel, beaucoup trop de sel. Mais est-ce que pour les enfants, ça a le même impact que pour les adultes ? Parce que c'est vrai que les enfants sont des chaudières. Ouais. Des chaudières. Moi, souvent, je prends cette image. Vous vous souvenez, dans les années 50, les Brésiliens n'avaient pas de charbon. Ils avaient des locomotives, ils mettaient du café dedans. Donc les enfants, c'est pareil, ils brûlent tout. Donc voilà, c'est pas inquiétant. Bon, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Les enfants brûlent tout. Faut les faire brûler un peu plus, peut-être. Voilà, faut les faire bouger. Un peu d'exercice, parce que moins de télévision, moins d'écran. Moins d'écran, moins de télévision. Vous avez vu ce qu'a décidé le gouvernement chinois le 31 août ? Plus de jeux vidéo pour les moins de 18 ans, sauf 3 heures pendant le week-end. Voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon, ça c'est autre chose. On fera des addicts. On fera d'autres addicts. Là, oui, il y a d'autres addictions. Pour le coup. Il y a d'autres addictions. Et puis voilà. Et puis le jeu vidéo, après tout, si c'est bien fait, si c'est raisonné, si c'est fait après les devoirs, parce qu'il faut dire aux enfants, il faut leur dire une chose. C'est que s'ils ne travaillent pas à l'école, je suis désolé de le dire comme ça, s'ils ne travaillent pas à l'école, qu'ils n'ont pas de diplôme, dans un pays occidental, il y aura rien la suite. Donc il faut qu'ils bossent. La rentrée du docteur Alouche sur Beurre FM. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous revoyez la vidéo sur YouTube. Merci Doc d'avoir été avec nous. Merci Philippe de m'avoir invité. Voilà, passez une très belle journée santé sur Beurre FM.